Mon mari a été hospitalisé un lundi à 17 h. Le mardi, j'ai eu un appel d'une proche qui travaille à l'hôpital et qui me disait qu'il fallait que je me rapproche des médecins des urgences. Et je pense qu'inconsciemment, je ne voulais pas entendre ce qu'allait me dire le médecin. Je l'ai visité le jeudi après-midi, le vendredi, le samedi, j'avais le sentiment qu'il allait un peu mieux. Et mon cadet qui avait été hospitalisé, qui ne l'avait pas vu depuis 15 jours, souhaitait le rencontrer. Donc je l'ai encouragé et c'est lui qui a découvert son père décédé. Je pense que ça s'était passé dans l'heure qui précédait son arrivée. Donc, ça a été difficile pour lui aussi. Il n'y a pas eu d'accompagnement, il n'y a pas eu de présentation du corps. Or, les gens, parallèlement, qui ne sont pas décédés du Covid, avaient cet accompagnement. Il y a eu des présentations, ce qu'on appelle les présentations de corps, c'est un moment de rassemblement avec la famille, avant de mettre en bière où on ferme définitivement le cercueil. Mais non, pas eu ça. Il y a un mois, Maggie Adnet-Louvet a enterré son mari Christian, emporté par le Covid. À la maison, tout le monde a été contaminé. Son fils, sa belle-fille, sa petite-fille. À l'image de la famille de Maggie, c'est toute la Martinique qui a été frappée cet été par une 4e vague meurtrière. Les gens viennent préparer la Toussaint et embellir la tombe, ils se rencontraient aussi. Les membres de la famille se retrouvent autour de la tombe dans des cas comme ça et se remémorer leurs morts. Et il y aura aussi quand même beaucoup de défunts qui n'auront pas été accompagnés sur les derniers instants, qui ont été hospitalisés et qui ont été ensevelis comme ça, très vite. Et ce moment de deuil, de recueillement qu'on a et d'accompagnement qu'on a jusqu'à la tombe, beaucoup ne l'ont pas vécu. Et ça reste quand même un moment flou, un moment de doute. Le CHU de Fort-de-France est l'épicentre de la crise. Le docteur Chabartier et le professeur Cabier sont encore sous le choc de la violence de cette 4e vague. On a commencé à être en grande tension dans la 2e quinzaine du mois de juillet et on a commencé à normaliser la prise en charge vers le 15 septembre à peu près. Pendant ces 2 mois, on était en catastrophe quotidienne. En temps normal, il y a 20 lits de réanimation polyvalente et 6 lits de réanimation de chirurgie cardiaque. Et on est monté à environ 115 lits de réanimation au maximum de capacité. Et malgré ça, ça n'a pas suffi? Non. Malgré ça, on était encore complètement submergé. Pour attribuer un lit de réanimation extrêmement rare, eh bien, on va appliquer certains critères pour prioriser le malade qui va le plus en bénéficier. Donc c'est-à-dire qu'on réfléchit différemment de d'habitude. On ne parle plus de critères d'entrée en réanimation, on parle du patient qui a le plus de chances de s'en sortir. Malgré le reflux progressif de la 4e vague, la tension hospitalière reste forte. Dans le service de réanimation ce jour-là, une trentaine de patients Covid sont intubés. Une situation que le sénateur Bernard Jomier est venu constater sur le terrain. Voilà 2 ans que ce médecin de formation enquête sur la gestion de la pandémie partout sur le territoire. Là, on va au CHU à Fort-de-France. C'est vraiment l'épicentre, évidemment, du traitement de la pandémie en Martinique. Le lieu où on va, le CHU, c'est un peu de la capacité du CHU à faire face, dépend la capacité du système de soins en Martinique à faire face. Benjamin Garel, le directeur du CHU. Au plus fort de la crise, on avait à peu près 200 patients qui étaient dans les services de médecine, alors qu'ils auraient dû être en réanimation. Donc des personnes sous 15 litres d'oxygène, en train d'étouffer dans les services de médecine, et une incapacité à les prendre en charge correctement. Donc ça, c'est un traumatisme d'une violence inouïe, bien sûr, pour les patients, pour leurs familles, avec des épisodes récurrents de tension avec les familles, et bien sûr pour les soignants qui se trouvent complètement démunis
dans cette situation. Pendant que Bernard Jomier entend le témoignage des médecins, la situation se tend à l'extérieur du CHU. Des soignants manifestent contre l'obligation vaccinale. Celle-ci doit entrer en vigueur dans quelques jours en Martinique, un mois après la métropole. Mais une majorité des 6000 salariés de l'hôpital refusent pour l'instant de se faire vacciner. Je trouve que ce chantage que fait le gouvernement est abject, indigne d'une république qui se dit une république de la liberté. Il y a une chose qui regonfle mon cœur, c'est de voir comment ma Martinique est debout, comment ma Martinique est au combat. Nous nous mobilisons aujourd'hui contre cette obligation vaccinale, aussi contre le pass sanitaire pour accéder à un établissement de soins. Il y a une pression pas possible qui est exercée sur les soignants, sur nos collègues, notamment sur les collègues libéraux, qui se sentent isolés et qui vont contraints et forcés bien souvent vers cette vaccination obligatoire qu'on nous vend comme salutaire, alors que l'état des connaissances scientifiques aujourd'hui ne nous permet pas d'avoir assez de recul sur les effets secondaires de cette injection. Parmi les agents qui sont là, forcément, il y a plein de jeunes qui vont se faire vacciner. Mais c'est des jeunes qui sont en lutte depuis plusieurs jours. C'est des jeunes qui sont convaincus qu'il ne faut pas prendre le vaccin, que ce n'est pas bon pour leur corps, que c'est une violence qui est réalisée à leur corps, que c'est une forme de viol. Mais ils vont le prendre parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver à la rue. Mais quand ils vont subir ça comme une maltraitance, comment demain ils pourront avoir suffisamment d'empathie pour les patients qui seront là? Il y a beaucoup de ressentiment vis-à-vis des soignants, principalement des médecins, mais pas seulement, parce que une grande majorité des médecins est vaccinée et finalement on a une cristallisation autour des personnes vaccinées d'un côté, non vaccinées de l'autre. La vaccination a toujours du mal à prendre en Martinique et donc il n'y a pas de raison pour qu'on n'évolue pas vers une 5e vague, une 6e vague. À l'image des soignants qui rejettent l'obligation vaccinale, c'est toute la campagne de vaccination qui patine en Martinique, faisant redouter une 5e vague. Dans le centre de vaccination ambulant que Bernard Jomier visite à Sainte-Anne, dans le sud de l'île, il n'y a pas foule. Sur la Martinique, il y a seulement 300 nouvelles personnes qui sont vaccinées par jour, c'est très peu. Donc, dans un bus de ce type-là, ça va être 20 ou 30 personnes dans la journée, ce sera déjà un beau résultat. Et évidemment, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus, parce qu'à ce rythme-là, une nouvelle vague risque de déferler sur la Martinique avec de nouveau des situations très préoccupantes pour la prise en charge des patients. Il y a une défiance vis-à-vis de l'État. Défiance vis-à-vis de l'État. Parce qu'il y a un terreau là qui a été un peu remué là depuis quelques années et c'est aussi sur ce terreau que la défiance vis-à-vis du vaccin elle a grandi. À un moment, il faut se poser la question, moi je suis désolé, moi si je suis à Martinique lambda, si dans ma commune je ne sens pas qu'il y a une volonté de faire quelque chose sur la commune, sur cet espace où je vis, pourquoi je m'embêterais? Là se joue quelque chose de très important pour l'avenir, dans la capacité à vacciner plus rapidement. Et il y a l'implication des élus, des relais locaux. Les élus locaux, justement, la sénatrice de Martinique, Catherine Conconne, leur reproche de ne pas assez défendre la vaccination. Aujourd'hui, depuis ce matin, ils ont fait 10 personnes. Donc ça fait beaucoup de moyens déployés pour 10 personnes, alors qu'on n'est toujours pas à 40% de vaccinés. On est loin de la moitié, donc il faut un accompagnement derrière. Il faut que nous, absolument, conscients que, ben oui, nous faut vaccin, mais c'est bon Dieu, nous faut vaccin. Que ni des gros têtes qui travaillent dans le système et qui arrivent à nous un vaccin qui a sauvé nous de la forme grave du Covid. Vous savez, il y a beaucoup de gens pour qui le créole est plus simple en Martinique. C'est la langue du cœur, c'est la langue de la proximité. Et moi, j'utilise le créole depuis que je suis enfant. On ne m'a jamais empêché de parler créole. Donc, j'utilise le créole parce que lorsqu'on parle à une grande personne, une personne âgée en créole, on la pénètre mieux, elle comprend mieux. Et
ça rapproche aussi les gens. Donc le créole est aussi un élément qui me sert aussi, dans beaucoup de circonstances, à dire « Mais non, mamie, il ne faut pas écouter ça, yoga dire. Non, vaccin, pas qu'à tout le monde. » Voilà. Sur les 34 maires de la Martinique, rares sont ceux qui appellent ouvertement à la vaccination. À Saint-Pierre, dans le Nord, Christian Raffa est une exception. Le micro est ouvert. Power, oui, tu as juste à monter. Voilà. Ok. C'est bon. Personne derrière, je trace personne. Ça serait dommage. On y va? Oui. Pierrotine, Pierrotin, je vous demande quelques minutes d'attention, c'est votre maire Christian Raffa qui vous parle. Le virus, coronavirus, circule activement et de nombreuses familles pierrotines ont été endeuillées. Méfions-nous de ce virus, la 5e vague nous menace. Je vous rappelle que le centre de vaccination éphémère de la Guinguette peut vous recevoir les samedis et les dimanches sans rendez-vous. Je vous invite vraiment à vous protéger et à protéger par là même ceux que vous aimez. Merci de votre attention. On est habitué, ce sont des campagnes électorales se font ici sur ce mode-là assez souvent. On connaît les points stratégiques où on peut prendre la parole. Par exemple ici, ça porte très loin en avant, très loin en arrière. Donc on va s'arrêter ici. Pierrotine, Pierrotin, c'est votre maire Christian Raffa qui s'adresse à vous. Ensemble, luttons contre ce virus en nous protégeant, ce qui nous permettra aussi de protéger ceux que nous aimons autour de nous. Merci de votre attention. Et Maurice, alors, ça va? Tu l'as pris ta dose? Comment? Ou pour mon vaccin, hein? Non, on peut pas prendre dedans. Ben, où est-ce qu'il arrivait là? Oui, je sais. Bon. Il n'y a pas de problème, t'inquiète. Il était costaud, hein? Oui. Mais on l'a perdu quand même. C'est triste. Quand tu vas dire, nous perdons en brûlé. Ok. On t'attend, hein? Il n'y a pas de problème. C'est quand tu veux. Ok. On a perdu quelqu'un de très connu à Saint-Pierre, un athlète, il était physiquement, c'était un sportif, 61 ans, il est mort la semaine dernière, après 15 jours de coma, et toute la ville était, enfin disons, il y avait plus de 200 personnes à l'enterrement, beaucoup de pleurs. Je pense que c'est un ami de ce monsieur, et tout le monde, enfin beaucoup de gens ont pris conscience que ce virus-là, il est impitoyable. Tu vas bien? Ça va, oui. Alors, ça va? où est-ce que tu en es, toi? Tu la vaccination? Tu n'y crois pas? Tu as déjà pris tes 2 doses? Parole par là, sorti par là, ou pas savoir qui ça. D'accord, c'est ça que je vous disais. Il est en train de me dire qu'il entend des trucs, il entend d'autres trucs et que lui, il est entre les deux, il ne sait pas quoi faire. C'est un travail au cas par cas. Vous avez vu ça? Personne par personne. Par personne par personne. C'est ce que j'expliquais. Hein, non? Là, il faut vraiment aller déminer la tête des gens individuellement. Il y a des gens que j'arrive à convaincre simplement parce qu'ils me font confiance. Je suis un professionnel de santé qui a exercé ici pendant 30 ans, donc les gens me connaissent en tant que tel. Ils me disent « Monsieur Raffa, qu'est-ce que tu penses du vaccin ?» Je leur dis « Tu as intérêt à le prendre et ça suffit, ça prend 30 secondes. » Et puis il y en a d'autres, vous pouvez leur parler pendant une journée, ils vont vous sortir des fakes qu'ils ont entendus partout à droite à gauche, et à la fin, ils vous disent « Bon, je vais voir. » J'ai presque réussi à convaincre ce monsieur qui est là-bas et j'en suis pas mécontent. La méfiance vis-à-vis du vaccin est aussi alimentée par les fake news. Pour la sénatrice Catherine Conconne, le poison de la rumeur a fait beaucoup de dégâts en Martinique. Un poison contre lequel elle lutte aux côtés du maire de Saint-Pierre, Christian Raffa. Ça a tapé fort, les fake news. Ça a tapé super fort. En peu de temps, les gens étaient super organisés et ça tapait très fort. Et quand vous prenez une vague comme ça, vous avez un temps de réaction et il faut trouver
une contre-réaction qui soit efficace. Je me rappelle de ce fait qui est arrivé. Nous, professionnels de santé ou soignants, vous conseillons bien sûr la médecine traditionnelle à base de plantes, de boire de l'eau purifiée, de se mettre au soleil 30 minutes par jour pour éviter de manger des fruits et légumes et tout ça, et de surtout pas se faire vacciner. Donc on se déguise en professionnel de santé pour que ça puisse être encore plus efficace. C'est pernicieux. J'ai dû démonter ça parce que ça circulait sur mon WhatsApp politique. Le vecteur de communication le plus puissant en Martinique, c'est pas la télé, c'est pas la radio. Je suis convaincue que c'est le réseau WhatsApp. Tout à fait, voilà. Je suis d'accord. Donc il suffit de mettre une phrase sur WhatsApp, de mettre une photo et ça fait le tour de l'île en quelques heures et tout le monde l'aura reçu, tout le monde l'aura vu. Pour contrer les fake news, Catherine Conconne a été la première élue à annoncer publiquement qu'elle se faisait vacciner. J'ai été la première, publiquement, à passer dans les médias et à dire que je m'étais vaccinée. Il y a des gens qui ont trouvé ça très bien en me disant c'est bien de montrer l'exemple. Alors il y a bien sûr des anti-vax qui m'ont même dit que c'était du faux vaccin, que en fait c'est une image mais que j'étais pas vaccinée, que c'est du sérum physiologique qu'on m'avait injecté, enfin bref, des trucs complètement hallucinants. J'ai eu des menaces après des manifestations dans Fort-de-France qui ont mal tourné. Il y a eu un incendie d'un vaccinodrome. J'ai fait un communiqué de presse où je déplorais cette ambiance, l'incendie du vaccinodrome, les émeutes qui s'étaient passées, les magasins qui avaient été cassés à Fort-de-France. J'ai eu des menaces de mort, j'ai des graffitis dans Fort-de-France jusqu'à présent, en créole, qui m'insultent et tout. Bon. Comme je dis, j'ai fait toutes les guerres, donc une de plus. On n'est pas découragé, loin de là, puisque on a appris qu'avant-hier, nous avons passé la barre symbolique des 40% de Martiniquais vaccinés. Ça laisse de l'espoir. Je pense que les choses se débloquent petit à petit. Les gens, ils ont réussi à avoir les informations. Voilà, donc ça avance. On ne va pas se décourager. On continue ce combat et on est convaincu qu'on va le gagner. Christian Raffa poursuit son combat. Mais les opposants au vaccin ne désarment pas non plus. À l'appel des syndicats, les manifestations contre l'obligation vaccinale des soignants et le pass sanitaire sont quotidiennes. Le député indépendantiste Jean-Philippe Nilor est l'un des leaders du mouvement. Lorsqu'on connaît les problèmes économiques, les problèmes sociaux qu'il y a dans ce pays, le contentieux historique avec la parole de l'État, on peut comprendre que ce peuple martiniquais ne va pas céder aussi facilement et qui va entrer en rébellion, il va entrer en résistance. Personnellement, je vous avoue, je ne suis pas vacciné. Donc je ne suis pas convaincu des bienfaits du vaccin, en tout cas du bénéfice-risque du vaccin par rapport à toutes les couches de la population et toutes les cibles. Donc, n'étant pas vacciné, je ne vais pas appeler décemment mes compatriotes à se faire vacciner. Puis je ne suis pas le porte-parole de l'État, je suis le porte-parole d'un peuple. Ses adversaires lui reprochent de faire de la politique sur le dos de la crise sanitaire. Jean-Philippe Nilor s'en défend et plaide pour la liberté vaccinale. C'est cette liberté-là qui nous est chère. Elle nous est chère parce qu'historiquement, on a été privé de liberté. Et chaque atteinte à notre liberté est vécue de manière beaucoup plus passionnelle, beaucoup plus passionnée par le Martiniquais, comme dans beaucoup de pays dits d'outre-mer. Merci en pile. Je dis merci en pile pour l'accueil là. Et ça qui a frappé moi le plus, c'est manière nous qui a dressé contre injustice là que nous obligé nous subir, manière nous rester fort. 70% d'un peuple ne peut pas se tromper.
Donc il y a des choses à entendre, il y a des choses à leur dire aussi certainement, mais il faut user d'une autre forme de pédagogie. Ce n'est pas en nous accusant d'être vaudouistes, d'être adorateurs de la Vierge Marie, d'être des buveurs de rhum. Ce n'est pas à partir de ce socle idéologique-là qu'on va parvenir à nous convaincre. Nous avons subi suffisamment de coercition dans ce pays. Et la violence, malheureusement, va appeler la violence. Et la violence qui va venir du peuple, j'ai le courage de dire qu'elle sera légitime. Pour essayer de faire retomber la pression, le préfet de la Martinique a fait appel à des personnalités locales. On peut commencer à faire des présentations quand même, là, ce sera plus simple au micro. André Lucrèce, qui est un brillant sociologue martiniquais, et je viens de lire ta dernière production, cher André. Ah bon? Bravo. Ces personnalités issues de la société civile sont réunies dans un comité citoyen de transparence. Elles doivent porter auprès de la population une parole indépendante de celle de l'État sur la crise sanitaire. Il y a eu aussi une forme d'opposition contre, c'est pas seulement contre l'État, mais contre l'autorité, contre les élites. Il y a eu aussi ce phénomène-là. Donc ça demande, c'est une société qui mérite de relier un peu, de renouer un peu plus la discussion. Et si on peut l'aider, on est là. Merci beaucoup. Le problème du vaccin dépasse largement le vaccin. C'est une société qui ne va pas très bien, qui a beaucoup de ressentiments vis-à-vis de la métropole notamment. Et à l'occasion de cette question du vaccin et de l'obligation vaccinale, ce sont tous ces ressentiments qui ressortent et qui explosent, avec une instrumentalisation délibérée de certains, ça a été dit aussi, une instrumentalisation politique notamment, et puis une masse de personnes, beaucoup de personnes, qui se posent des questions et qui sont prises entre tous ces discours. Et il faut démêler tous ces fils pour arriver à faire progresser la protection collective. Bernard Jomier rentre à Paris pour alerter le gouvernement sur la situation en Martinique. Pour l'écrivain André Lucrèce, membre du comité citoyen de transparence, cette crise est un révélateur. Il y a un ouvrage que j'ai écrit il y a une vingtaine d'années. C'est un ouvrage qui s'intitule « Souffrance et jouissance aux Antilles ». J'ai repris un certain nombre de thèses de ce livre parce qu'il dit finalement la situation dans laquelle nous sommes. Il y a une phrase qui est extrêmement importante. Je dis ceci dans ce livre. Une réflexion de Tukaram, qui est un poète indien, dit ceci. Elle a attiré d'ailleurs mon attention. Je suis venu de loin, j'ai beaucoup souffert, j'ai souffert même des maux effrayants, et j'ignore ce que me réserve mon passé. Et j'ai l'impression que les Martiniquais sont précisément dans cet esprit-là. Ils voient le futur à travers leur passé, et en particulier par rapport au passé douloureux. Passé douloureux, ça veut dire en premier lieu l'esclavage, bien entendu. Mais pas seulement. Ça veut dire aussi le scandale du chlordécone. Ça veut dire aussi la grande grève qu'il y a eu en 2009. Et vous voyez, tous ces éléments-là remontent à la surface par rapport, je dirais, aux autorités. Répandu sur les bananeraies aux Antilles, le chlordécone est un pesticide à l'origine de cancers et a pollué les sols et les rivières. Sa dangerosité a longtemps été niée par les autorités sanitaires. Un scandale qui explique en partie la méfiance des Martiniquais envers les consignes de l'État. Mais pour André Lucrèce, cette méfiance a une origine plus ancienne encore. Nous sommes dans une société qui a connu l'esclavage. Et donc, le corps de l'esclave, si vous voulez, il est le reflet de toute une série d'actes, et en particulier d'actes de souffrance. Et donc, il y a, si vous voulez, né de cette histoire, une sorte d'intégrité du corps. Le Martiniquais tient à l'intégrité de son corps. Et donc, de ce point de vue, le Martiniquais est donc très attentif à tout ce qui touche à son corps, et en particulier aux piqûres.
les crises sont toujours révélatrices de quelque chose de sous-jacent. J'ai pensé donc au projet d'un livre sur cette situation qui est au fond, si vous voulez, le traitement d'une crise. Et les gens sont très férus donc de ce genre d'explication parce qu'ils veulent savoir, ils veulent comprendre quelle est la trajectoire de notre société.